Dans la nuit du dimanche au lundi 9 février auront lieu les Academy Awards, les Oscars, rendez-vous annuel des cinéphiles et professionnels du métier au même titre que Cannes, et d'ailleurs généralement pour récompenser des films qui avaient débuté à ce même festival français. J'ai, comme chaque année, faute de pouvoir y assister, regardé la cérémonie depuis mon ordinateur l'an dernier, et je la re-regarderai cette année, et puis comme chaque année, j'ai revu les mêmes motifs ressortir. La saison des cérémonies, la Award Season, se clôt par ce fameux week-end faisant le pont entre les Césars et les Oscars, cette année avec un petit mois d'avance pour les Oscars, mais surtout par le dernier prix donné au Best Picture, le meilleur film. Censé être le point culminant de l'année 2018 au cinéma, l'an dernier, l'Oscar a été attribué à Green Book. Soit, un film sur lequel presque tout le monde s'accorde pour dire qu'il était à peu près réussi, mais tout le monde se demande est-ce qu'il méritait réellement l'hommage ultime, la consécration suprême. Face à lui était en compétition le doux Roma d'Alfonso Cuarón, le pinçant Vice d'Adam McKay, le cynique Black Klansman de Spike Lee, le légendaire Black Panther de Ryan Coogler, l'électrique A Star is Born de Bradley Cooper, le tordu The Favourite de Yorgos Lanthimos, et enfin le brillant Bohemian Rhapsody de qui exactement ? Enfin, avec de tels concurrents, on pourrait se dire que le biopic de Peter Farrelly serait au moins exceptionnel, un chef-d'œuvre. Pourtant, le film a beau faire consensus, il n'est pas le bijou à vocation cultissime de l'année. Et si on se penche sur les gagnantes dans la même catégorie sur les 20 dernières années, on commence à voir le premier des motifs récurrents qui ressortent de ce genre de cérémonie élogieuse à outrance. Dans cette jolie petite liste, on retiendra que ne figurent pas par exemple Brokeback Mountain, Inglourious Basterds, La La Land ou encore Inception, ayant pourtant tous acquis une certaine gloire postérieure, plus grande que la plupart des détenteurs du fameux titre de cette liste. Pour comprendre cette incohérence, on peut s'intéresser avant toute chose au vote. Au centre de l'élection, car c'en est véritablement une, se trouvent les votants et la manière de voter. Concrètement, l'Académie, le groupe de votants, ce sont 8000 personnes qui, selon une étude de 2014 du Los Angeles Times, auraient en moyenne 63 ans, seraient à 76% des hommes et à 94% des personnes blanches. La tendance a heureusement changé depuis le scandale Oscar So White de 2016 et les votants se sont diversifiés. Ces 8000 vieux hommes blancs sont alors séparés en 17 catégories ayant chacune ses conditions d'éligibilité. Chaque catégorie vote pour son champ d'activité, les acteurs votent pour les acteurs, les réalisateurs pour les réalisateurs, etc. Selon le tableau suivant. Ainsi, quelqu'un comme Margot Robbie ne pourra pas voter pour le meilleur mixage du son, ce qui fait plutôt sens, jusque-là tout va bien. De plus, la proposition ayant le plus de voix gagne la catégorie, ce qui, encore une fois, paraît plutôt logique. La seule catégorie échappant à ces règles est celle qui nous intéresse. Meilleur film. Ici, pour recevoir une nomination, un film doit récolter au moins 5% des voix de l'Académie lors de la première phase de vote, soit au moins 400 voix s'ils votent toutes et tous. De plus, les votants ont un ballot où ils doivent ranger les nommés de 1 à 10 au maximum, entre 5 et 10 films sont nommés chaque année, lors de la phase de vote pour le gagnant. Si aucun des nommés n'atteint 50% des premiers votes, les votes sont redistribués jusqu'à ce que l'un des deux brise le plafond des 50% plus 1 voix. En se penchant sur les comptes rendus de vote, on peut lire que nombreux sont les votants qui n'ont pas vu les films qu'ils sont censés juger et que cela se passe à peu près comme une élection de délégués au collège, on vote pour son ami. Ajoutez à cela les milliards dépensés en marketing par les Big Six, c'est-à-dire les 6 plus gros studios de production, et la pression exercée par les producteurs et distributeurs sur les votants for your consideration, et vous avez une industrie de campagne un peu douteuse, sans même parler des pratiques de certains, pour ne nommer que l'infamé Weinstein. Les campagnes marketing en sont devenues si intenses et agressives qu'en somme, il est devenu possible de prévoir le gagnant du meilleur film en se basant sur un pur outil mathématique, les statistiques. Le gagnant, un drame. Surtout pas un film de genre, de plus de 2 heures, qui raconte l'histoire vraie ou adaptée d'un autre médium, d'une figure. Oppressé, c'est mieux. En somme, l'Oscar du meilleur film, que beaucoup ont plaisir à me le rappeler, ne vaut plus rien, reste d'une influence majeure quand on regarde les chiffres. Les films vainqueurs qui sont toujours en salle font un pic d'audience soudain, les autres se vendront mieux par la suite sur les plateformes physiques et les plateformes de VOD, l'équipe du film sera bankable pendant un certain temps, et surtout, les distributeurs se feront de l'argent. Cette approche cynique d'une cérémonie qui se voulait au départ récompensant la crème de la crème du cinéma anglo-saxon finit par se décrédibiliser, et cela s'en ressent du point de vue des audiences. En 2014, 43,7 millions de personnes avaient regardé la cérémonie en live, pour seulement 32,9 millions en 2017. Une chute phénoménale qui décourage d'autant plus les spectateurs restants. Si on regarde les nommés en 2020, qui viennent d'être annoncés, on réalise vite que le scandale Oscar So White n'a pas eu de si grande influence sur le milieu, et qu'il y a encore de gros progrès à faire. Un seul film sur les 9 a été réalisé par une femme, et à part Parasite, les 8 autres sont tous signés d'hommes blancs. La question de la représentation à Hollywood peut paraître minime à certains, mais quand on pense qu'en 92 années d'Oscar, seules 5 femmes ont été nommées et une seule sacrée meilleure réalisatrice, et que seules 5 personnes non blanches ont gagné ce même Oscar, on peut quand même se poser quelques questions. Pourquoi se poser ces questions ? En premier lieu, parce que les cérémonies de ce type ne sont que le reflet d'une industrie fermée à la différence, alors qu'en apparence si libertaire. Le côté libéral social d'Hollywood n'est que presse, et en réalité, pour réussir, le profil type du meilleur réalisateur est un homme blanc d'une 50aine d'années.
Cette année, Todd Phillips, Sam Mendes et Quentin Tarantino sont l'archétype du gagnant. Et les deux outsiders n'en sont pas vraiment puisque nous avons Martin Scorsese, homme blanc mais notre caution homme âgé, et Bong Joon-ho, homme de 50 ans qui est notre caution non blanche. En somme, les Oscars nous permettent de placarder au mur un constat qui est déjà fait depuis longtemps. Hollywood doit laisser plus de place à des aspirantes réalisatrices et des réalisateurs prometteurs qui sont pour l'instant toujours bridés et catalogués. Les femmes aux rom-coms, les minorités aux films dits communautaires. Pourtant, tant d'autres histoires méritent d'être racontées d'un autre point de vue. Si vous pensez l'argument de la représentativité futile, bien qu'à mes yeux il soit primordial, pensez juste à l'argument des différents horizons. L'art ne sera que récompensé que d'une diversification des histoires racontées et des manières de les raconter. Et puis au final, c'est quand même ça la fonction principale du cinéma, non? Raconter des histoires et écouter des points de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite pour parler d'autres sujets. En ce moment, je prépare une vidéo sur Greta Gerwig et Noah Baumbach qui sont deux réalisateurs que j'adore. Je vous dis à bientôt et voyez de bons films.